conférence va se dérouler en 3 parties. Donc tout d'abord, on va commencer par regarder Star Wars et le réel. Ensuite, on va regarder l'aspect fiction. Et on finira par parler un petit peu de l'avenir, ce qui peut potentiellement se passer. Donc je vais laisser la parole à Thomas pour Alors Star Wars s'inspire également du réel. Donc c'est le cas notamment avec le jetpack qu'on peut voir ici. Donc le jetpack à la base c'est un concept développé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va être donc l'objectif c'était de faire passer les soldats au-dessus des barbelés, des champs de mines, et ça va être récupéré par l'armée américaine comme beaucoup d'autres inventions à l'époque, pour être développé par Thunderbolt Aerosystem, qui va réussir à obtenir le premier jetpack utilisable dans un film. En l'occurrence, ce sera Opération Tonnerre, c'est un James Bond. Donc là, on est en 1965, et par la suite, donc, de nouveaux systèmes vont être développés, et puis on arrive aujourd'hui finalement au premier record de vitesse et d'autonomie. Alors, on peut également parler du voilier solaire, du Comte Dooku, donc c'est dans l'épisode 2 en 2002. Et le vrai premier voilier solaire, c'est Cosmos 1 en 2005. Donc George Lucas était forcément au courant au moins des concepts du développement de The Planetary Society. Et donc c'est un voilier solaire, un nanosatellite, qui a été envoyé via l'agence spatiale russe Roscosmos depuis un sous-marin, un peu à la russe. Hein. Il y a un petit côté SpaceX et russe en même temps, voilà, qui est envoyé avec un missile et puis mis en orbite comme ça. Voilà. Alors on va également parler des planètes. Donc 2 planètes qui sont vraiment opposées dans tous les sens du terme, donc Kamino et Tatooine. Alors Kamino et Tatooine, c'est des exoplanètes. Dans Star Wars, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de vie extraterrestre également. Donc, d'après vous, est-ce que la multiplicité des planètes dans Star Wars, et est-ce que la multiplicité des extraterrestres font qu'on est en présence d'extrémophiles, par exemple? C'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes, comme le dit très bien Roland. Dès qu'un Jedi va pisser un pouce sur une nouvelle planète, on découvre, dans Star Wars bien sûr, pléthore en fait de planètes, et plus la saga avance ou recule en fonction du sens où on la prend, plus on découvre en fait des planètes autres que les grandes planètes bien sûr iconiques. Du coup on parle de galaxies bien sûr, avec un recensement, tout ça, il y a des bases de données bien sûr, vous connaissez Star Wars Wiki par exemple, où chaque planète a sa fiche. Et moi ce que je reproche un petit peu à l'œuvre, c'est que souvent on associe un seul climat à une planète. En fait, alors que quand on regarde la nôtre, hein, la Terre, on parle d'une mosaïque de climats, et ce sont des climats au pluriel, bien sûr. Mais pour bien marquer en fait l'environnement où se passe l'action, souvent une planète égale un climat. Alors la planète désertique, la planète océan, je pense que Roland en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc on découvre aussi, c'est ça qui est intéressant, beaucoup de formes de vie, beaucoup de monstres, beaucoup d'extraterrestres, qu'ils soient humanoïdes ou pas. Il y en a des milliers de recensés. Et on peut les comparer, c'est ça qui est intéressant, avec la biodiversité actuelle. Il y a beaucoup dans l'équipe de Lucas, il y a beaucoup de spécialistes en biologie, en anatomie, qui travaillent en fait sur la création des monstres. Ça s'appelle des créatures designers. Il y a les caractères designers. Et les créatures designers ont des notions d'anatomie, de locomotion, de biomécanique pour rendre en fait les monstres les plus plausibles possibles. Alors du coup, effectivement, on peut imaginer, on ne les voit pas parce qu'on parle par exemple des midi-chloriens, on peut se demander ce qu'est un midi-chlorien à la lumière de nos connaissances actuelles, mais on les voit pas en tant qu'organisme vivant sous un microscope par exemple dans l'œuvre. On peut imaginer que chaque planète effectivement est occupée et colonisée par une très grande variété de bactéries extrémophiles, comme c'est le cas sur Terre et comme c'est peut-être le cas sur d'autres exoplanètes. Merci. On reviendra sur les planètes en deuxième partie sur l'aspect fiction. On va s'intéresser un petit peu à la robotique, parce que ça, c'est aussi beaucoup de robotique. Alors, en 2010, Disney dépose un brevet avec une sphère magnétique qui ressemble étrangement à BB-8.
Alors, il faut noter qu'en 2010, Disney n'a pas encore racheté la licence. Donc c'était fait en amont. Et on se rappelle qu'à l'époque, R2D2 était incarné par Kenny Baker. Donc est-ce que ça veut dire que maintenant la robotique dans Star Wars s'inspire de l'existant? Donc la robotique dans Star Wars, elle a ceci de particulier, c'est qu'en fait, même si on est dans un univers imaginaire, c'est une robotique relativement plausible. Alors il y a quelques trucs qui sont incroyables. Hein. Quand C3PO il dit maîtriser 6 millions de langues, c'est évident que là on est un petit peu dans du délire imaginaire. Mais néanmoins, je pense que comme pour la partie organique et biologique, les équipes de Lucas ont fait un gros travail de recensement et d'études sur ce qui était possible. R2D2, il s'inspire déjà de robots existants, hein, les plus anciens, les tout premiers robots, c'est The Beast, et qui ressemble étrangement quand même à R2D2, c'est une espèce de cylindre, on dirait presque une poubelle, et qui circule comme ça, et qui va chercher l'électricité, l'énergie pour se connecter, recharger ses batteries. Il fait que ça d'ailleurs, parce que l'énergie pour les robots, c'est un gros problème. Donc, je dirais que c'est pas nouveau, même si avec BB-8, on a beaucoup progressé depuis en robotique, donc on a un rapprochement entre ce qu'on voit dans la réalité de la robotique et ce qu'on peut voir dans un film de Star Wars. Mais déjà à cette époque, c'était le cas. Quand on voit, en particulier dans l'épisode 4, toute cette ménagerie de robots fonctionnels, là, avec des bras dans tous les sens, qui sont en train, eh bien, ces robots existaient déjà d'une certaine manière. Hein, et dans mon bouquin, je mets beaucoup d'exemples pour montrer le parallèle. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Et c'est particulièrement marquant dans les films de Star Wars, puisqu'on a une vision de la robotique qui tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde occidental. On est plutôt habitué à avoir des robots, je dirais, extrêmement négatifs, qui sont là pour détruire l'humanité, pour nous effacer de la planète, avec des capacités surhumaines. Or, dans Star Wars, on a plutôt une robotique docile. On pourra le voir ensuite, même à la limite de l'esclavage. Hein, on revient finalement à cette idée que les robots, un robot, ça vient du terme robota, un terme slave qui veut dire esclave, travail forcé. Et donc dans Star Wars, ils sont dociles, ils exécutent docilement ces tâches. On leur efface la mémoire régulièrement pour pas qu'ils progressent trop. Il y a dire que R2D2 qui n'a pas la mémoire effacée, ce qui lui permet de progresser et d'acquérir une intelligence qu'on lui connaît. Donc vraiment, c'est assez étonnant. C'est l'un des rares films, sagas cinématographiques où la robotique est finalement, alors elle est présentée de façon C3PO, il est toujours un petit peu étonné, il a un côté un petit peu ridicule, mais derrière tout ça, la réalité est finalement plus proche de la robotique telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui que dans d'autres films. Alors Star Wars reste encore une fiction, comme l'illustrent donc les sabres laser et puis la Force. Alors d'après vous, Roland Lehoucq, quelles sont les plus grosses absurdités dans Star Wars? Par exemple, l'étoile noire qui peut détruire une planète, est-ce que c'est possible dans notre... L'étoile noire, elle est grosse, donc déjà, si c'est une absurdité, elle est forcément grosse. Le sabre laser, elle est tout autant. D'une certaine façon, en science-fiction en général, mais dans Star Wars en particulier, on peut se demander qu'est-ce qui nous manque pour réaliser ce qu'on voit dans les films, ce qui est fait dans les films. Alors, typiquement, dans ces films de space opéra, disons, on voit des vaisseaux spatiaux qui vont d'une planète à une autre, comme poser le bus, des sabres laser, des étoiles de la mort et tous les Star Killers et tout un bazar. Il faut réaliser que ce qui nous manque en réalité, c'est pas tant de la physique, ça veut dire une sorte de loi de physique, de règles de physique qu'on connaîtrait pas, une sorte de loi du monde qu'on ignorerait encore, qui nous permettrait de faire les choses qu'on nous montre.
C'est pas du tout ça en général, c'est plutôt que ce qui nous est montré n'est pas impossible, pas toujours impossible, mais très difficile, et des fois c'est difficile qu'en pratique c'est pas possible de le faire. Et de toute façon, ça ne se ferait pas évidemment pour le coup, comme on le voit dans le film. Si on regarde le cas du sabre laser ou du code de la mort, c'est deux objets techniques très différents, mais qui ont même la même ambition, c'est zigouiller ce qui est en face. Et pour zigouiller ce qui est en face, il faut dépenser une certaine quantité d'énergie, en un temps relativement court. Si c'est trop lent, il ne se passe pas grand-chose. Si là, je mets des petits coups de poing comme ça, même si je donne 1 milliard de petits coups de poing comme ça, et bon, il va commencer à trouver ça long, ça va durer environ 33 ans, à un coup de poing, un petit coup de poing par seconde, donc sans dormir, sans rien, c'est un peu pénible. Mais si je donne tous ces petits coups d'un seul coup, une seule fois, alors là, évidemment, il risque d'avoir un problème. Donc là, l'idée, c'est de réaliser que finalement, ce qui nous manque essentiellement pour faire ce qui est montré dans ces films, c'est pas tant de la technique, des fois, parfois si, de temps en temps si, quand même, quand ils vont dans l'hyperespace, on en parlera tout à l'heure, il nous manque pas de technique, mais le plus souvent, c'est qu'il nous manque de l'énergie, il nous manque beaucoup d'énergie, et il nous manque aussi la capacité à utiliser cette énergie rapidement, c'est-à-dire il nous manque aussi beaucoup de puissance. Et en fait, quand on regarde le cas de la force, voilà encore un truc qui est impossible, mais qui nous permet de réaliser exactement ça. C'est-à-dire que la définition de l'utilité de la force initiale me dit c'est un champ d'énergie. Après, créé par tous les êtres vivants. Et c'est un champ d'énergie, c'est-à-dire que la force, on ne va pas l'appeler la force, on va pas l'appeler l'énergie, parce que c'est un champ d'énergie. Et cette force, c'est une sorte de réservoir dans lequel les Jedi vont pouvoir piocher pour faire des choses. Faire des choses, c'est naturel avec de l'énergie, puisque l'énergie en physique, par définition, c'est la capacité, c'est une mesure de la capacité d'un système à faire des transformations. C'est-à-dire, si vous voulez construire cette salle, il faut payer l'énergie, ça va se translater en euros, mais essentiellement il faut de l'énergie, parce qu'il faut extraire tous les matériaux, il faut les fabriquer, il faut les transporter, il faut les assembler. Si vous voulez la détruire, pareil, il faut payer de l'énergie. Si vous voulez la chauffer, il faut payer de l'énergie. Si vous voulez la refroidir, il faut payer de l'énergie. Si vous voulez la déplacer, il faut payer de l'énergie. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut payer, et en l'occurrence en physique, ça sera de l'énergie. Et le fait que les Jedi aient accès à cette force qui serait comme un grand réservoir d'énergie, eh bien ça leur donne des capacités variables, parce que ceux qui piochent peu dedans, ou peu, c'est-à-dire peu, pas peu, mais lentement dedans, sont plutôt minables, prenons Skywalker au début, et ceux qui piochent rapidement dedans sont plutôt forts. Mettons Qui-Gon Jinn, quand il utilise son sabre laser pour faire prendre une porte en acier, dont on peut estimer que la puissance nécessaire est à peu près 1 milliard de watts, c'est-à-dire celle d'une centrale nucléaire. Donc Qui-Gon Jinn, avec son sabre laser, qui est donc, c'est pas un truc avec des piles, du coup, un sabre laser, hein, c'est pas une batterie, les cristaux, tout ça, n'importe pas du tout. C'est un système qui va transformer l'énergie que récupère le Jedi, il pioche, on ne sait pas comment, mais il pioche dans cette réservoir qui s'appelle la force, il injecte ça dans le sabre laser, on ne sait pas comment il fait. Le sabre laser est une machine spéciale qui transforme une forme d'énergie, la force, en une autre, la lumière, et avec ça, il faut fondre des portes en acier. Et l'estimation de la porte, je dis en acier, c'est en métal que vous voulez, c'est pas très grave, ça fera beaucoup de watts de toute façon, beaucoup trop de watts pour des piles. Et donc, quand on voit ça, on réalise que c'est l'énergie et l'accès à l'énergie et la puissance, un accès rapide à l'énergie qui nous manque. Et en même temps, pour faire ce que l'on voit, très souvent, pas systématiquement mais très souvent, mais à rebours, ça montre que l'humanité dispose déjà d'une assez grande quantité d'énergie avec une puissance assez considérable, à peu près la puissance humaine, c'est à peu près 10 000 milliards de watts, c'est 10 terawatts, plus 15 terawatts. Elle dispose d'une énergie qui est environ 5, 10 puissance 20 joules chaque année, ça fait 15 terawatts. 5 10 puissance 20 joules, ça paraît beaucoup, parce que marqué 10 puissance 20, 10 puissance 20, ça fait en gros 100 milliards de joules, et un joule, c'est pas grand-chose, un joule, mais bon, 100 milliards de joules, c'est beaucoup. Vous, pour vivre une journée, vous avez besoin typiquement de 2000, on appelle 2000 calories par jour, et les calories, c'est des kilocalories, et la calorie, c'est 4-18 joules, donc il vous faut typiquement 6 à 8 millions de joules par jour. L'humanité, c'est 10 puissance 20 joules par an. Je vous laisse faire le rapport pour savoir... Il n'y a pas que des humains qui utilisent ça, mais aussi des machines. Et donc, du coup, c'est beaucoup d'énergie, c'est une puissance qui n'est pas négligeable, et du coup, on comprend que l'humanité, elle secoue la Terre, elle la transforme. Elle la transforme à l'échelle de la Terre, pas à l'échelle de dans un coin, j'ai creusé un trou, parce qu'elle dispose finalement d'une assez grande quantité d'énergie, même si elle est très faible au regard d'une forme d'énergie naturelle, d'une puissance naturelle, comme les ouragans. Il y a regardé les derniers ouragans au mois de septembre, ça a fait des dégâts considérables, il y a eu beaucoup d'énergie, mais pas beaucoup de temps, ça a tout cassé. Et si on compare évidemment à Star Wars, au sabre laser, à l'étoile de la mort, l'étoile de la mort c'est une machine absolument hallucinante, hein, quand on estime l'énergie qu'il faut pour détruire une planète, l'étoile de la mort c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est quelque chose comme au moins 100 000 fois la luminosité du Soleil.
dans l'étoile de la mort. Sachant que le Soleil, en 1/1000e de seconde, il rayonne autant d'énergie que l'humanité consomme en 1 an. Vous comprenez? Donc l'humanité c'est 1, le Soleil en 1/1000e de seconde c'est comme nous, donc comme nous en 1 an, donc déjà il y a beaucoup de millionièmes de seconde dans 1 an, et l'étoile de la mort c'est 100 000 soleils, disons. Donc c'est une sacrée machine, et le problème c'est d'où vient cette énergie. C'est toujours pareil, d'où vient l'énergie, c'est compliqué. Pour les humains ça va l'être, parce que bientôt ce sera plus le pétrole, plus le charbon, plus le gaz, il n'y en aura plus. Donc d'où elle viendra, c'est une vraie question. Et donc là-dedans, c'est pareil, c'est d'où elle vient. Et elle ne peut pas venir de comme ça, parce qu'on a envie d'avoir de l'énergie, on en a plein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit source, entre guillemets, d'énergie. On le voit très bien dans la Star Killer, aussi improbable soit-elle, encore plus improbable que l'étoile de la mort, de façon encore plus monstrueuse de la dimension d'une planète. Alors elle a, dans le film, moi, il y a le mérite de, pour la faire fonctionner, il faut manger une étoile. Ce qui est très 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 insuffisant, mais voilà, il y a l'idée qu'il faut faire un effort, c'est pas gratos. L'étoile de la mort, c'est bon, on appuie sur le bouton et boum, le dégât laser, il part. Quoi. Merci. Dans les autres aspects un petit peu difficiles à analyser de la saga, on peut justement revenir sur les planètes. Les structures de rêve. On va faire ça, tout le monde. Dans les planètes, un des aspects un petit peu étonnants, c'est le fait que toutes les planètes dans Star Wars semblent avoir une atmosphère respirable. Donc, est-ce que c'est statistiquement normal? Alors, je pense pas. C'est sûr que Star Wars est tourné sur Terre, donc notre atmosphère étant respirable pour nous, elle l'est pour les extraterrestres et les personnages qu'on voit à l'écran. Idem pour la pesanteur. Comme par hasard, toutes les exoplanètes imaginaires de Star Wars, on marche plus ou moins normalement. Enfin, normalement, j'entends comme si on était sur Terre. Et pour cause, c'est tourné encore une fois sur Terre. En même temps, c'est vrai qu'en même temps, ça se passe il y a très longtemps dans une très lointaine galaxie. Exactement. Donc ça pourrait être bizarre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on découvre aussi des espèces, pour revenir en fait aux sciences naturelles dans Star Wars. Un petit peu comme nous aujourd'hui, on n'en a pas fini avec l'analyse et le recensement en fait de la biodiversité sur Terre. Et si vous rajoutez la couche géologique à l'évolution de cette biodiversité, pour vous donner juste un exemple, toutes les 2 semaines, il y a un nouvel article scientifique qui sort sur une nouvelle espèce de dinosaure. Toutes les 2 semaines. Donc ça fait des milliers d'espèces. Et puis il y en a encore des milliers, voire des millions à découvrir. Donc on n'est pas au chômage technique, nous, paléontologues, ou les collègues biologistes qui vont au fin fond de la jungle ou n'importe où, étudier en fait et découvrir des nouvelles espèces. Statistiquement, ce sont plus des espèces d'invertébrés, d'insectes, que des espèces de grands vertébrés, évidemment, puisque plus c'est grand, plus c'est visible, et avec nos technologies modernes, satellites et compagnie, sonar, on est quand même censé pouvoir détecter des grandes formes de vie, quoique de temps en temps, il y a quand même des moyennes formes de vie qui sont découvertes. Donc c'est ça qui est intéressant, et du coup on va découvrir des nouvelles espèces. Je ne sais pas si vous avez vu sans doute tous les premiers teasers des derniers Jedi. On voit en fait des nouvelles formes de vie, comme on en découvre finalement dans la réalité. Alors extrémophile ou pas, on peut s'amuser à essayer de rattacher en fait les caractères morphologiques. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant. On peut prendre des exemples, par exemple sur les 2 planètes très classiques finalement, la planète Océan de Camino et puis la planète Tatooine. On peut se poser des questions. Est-ce que, par exemple, à un moment, les Jedi se renseignent sur cette armée critique là et qu'ils apprennent que ce sont les Caminoïens qui font des clones pour préparer en fait la guerre, pour préparer l'armée. Donc ils se rendent sur place et puis ils ont affaire à des Caminoïens, donc des habitants de Camino. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une seule espèce sur Camino, quand même, puisqu'à un moment on voit, je crois que vous avez mis on voit en fait une petite séquence où on a une sorte de cétacé volant qui émerge en fait des flots et puis qui replonge en douceur en fait dans cette planète océan. Alors on peut se dire que bon, vu qu'il pleut, il y a une scène en fait où les Jedi prennent la fuite et puis il pleut, donc il y a un cycle
quand même de ce liquide. On peut supposer que ce soit de l'eau liquide. Bon, ça peut être autre chose, hein, comme solvant. Ça peut être éventuellement de l'ammoniac. Il y a des réflexions en exobiologie sur d'autres solvants que de l'eau pour essayer de réfléchir et d'imaginer d'autres formes de vie possibles dans la réalité. Et puis, le fait qu'il y ait une autre espèce qui ne ressemble pas à ces grands humanoïdes très fins, très intelligents, qui sont des bio-ingénieurs, en fait, vraiment spécialisés dans le clonage. Vous pouvez leur apporter n'importe quelle espèce à cloner, ils vont le faire, et puis c'est pas un souci. Donc là, ça inaugure, en fait, et ça sous-entend qu'il y a quand même une biodiversité intéressante marine, effectivement, sur Camino. On peut se demander pourquoi, finalement, les extraterrestres intelligents, comme par hasard, ils sont humanoïdes, anthropomorphes. Alors, on est bien sûr dans l'anthropocentrisme ou l'anthropomorphisme, puisque souvent, dans la science-fiction, dès que vous avez un extraterrestre intelligent, bon, il faut qu'il nous ressemble. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même passé un peu sous silence tout ce qui est... on parle de plus en plus d'intelligence ou de culture animale. Une espèce intelligente peut, dans la réalité, ne pas nous ressembler. Prenez par exemple les céphalopodes, qui sont des espèces de pieuvres, par exemple. Ce sont des espèces très intelligentes. Elles s'amusent même à construire du land art, en fait, sous l'eau. C'est une sorte de jeu. Et puis il y a une mémorisation aussi, mémorisation, je viens de froid. Et puis il y a une communication aussi visuelle entre individus. Donc on peut éventuellement réfléchir à d'autres œuvres de science-fiction qui présentent des espèces de poulpes intelligents. Ça existe. On peut s'amuser à faire de l'anatomie comparée des extraterrestres aussi. Et du coup, les caminos sont quand même intéressants parce qu'ils sont humanoïdes, grands et fins, avec une boîte crânienne, on imagine, assez développée. Et puis, ils vivent donc avec d'autres espèces sur la même planète. Et quand on change de planète, quand on va par exemple sur Tatooine, bon bah là on voit plusieurs espèces aussi, d'extraterrestres, des humanoïdes, des non-humanoïdes, et puis on peut parler de Jabba, même si Tatooine bien sûr n'est pas la planète d'origine de Jabba. Jabba c'est un extraterrestre intéressant, un peu iconique dans la saga, qui apparaît plusieurs fois. Est-ce que c'est un amphibien? Est-ce que c'est un gastéropode? Si oui, quel groupe d'amphibiens ou de gastéropodes? On peut se poser la question, on peut faire un quiz dans la salle. Qui dit gastéropode? 1, 2, 3, qui dit amphibien? C'est plutôt de l'amphibien. Contrairement d'ailleurs à ce qui est noté souvent dans les bases de données. Parce que vous avez des fiches techniques en fait par espèce qui décrivent vraiment la morphologie, la morpho-anatomie des espèces, etc. C'est une source de données intéressante quand on dissèque justement, c'est le cas de dire, l'œuvre Star Wars. Moi je mettrais plutôt Jabba dans le groupe des amphibiens. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs arguments. Alors il a des petits bras. Il a des petits bras qui suggèrent quand même une structure de type vertébré, tétrapode. Alors souvent, les formes de vie réelles où on voit uniquement des bras à l'avant sont des formes de vie aquatiques. On pense aux cétacés qui sont des mammifères, donc réadaptés au milieu aquatique, et dont les pattes avant des ancêtres terrestres se sont transformées. On ne parle pas de nageoire, on parle de palette natatoire parce que la contrainte physique et la sélection naturelle a retenu en fait ces formes-là qui sont des formes essentiellement pélagiques, c'est-à-dire nageuses. Est-ce que Jabba a une origine aquatique? Quand on se penche justement sur cette base de données, on apprend que Jabba, il vient d'une planète où il y a des déserts, des forêts et on est sauvé des océans. Donc peut-être que Jabba a une origine aquatique. Alors, si c'est un vertébré tétrapode qui a perdu ses pattes arrière, de quel vertébré tétrapode il s'agit? Bon, il a une peau verdâtre, souple, lisse, un peu visqueuse, gluante, il bave beaucoup, il est dégueulasse. Il mange à l'apéritif des amphibiens, des crapauds, des grenouilles. Le cannibalisme est assez présent en fait chez les amphibiens aussi. Et puis finalement, il a une forme de loin un peu de tétard avec des pattes avant, certes, mais c'est comme un gros tétard qui serait capable de respirer, déjà, à l'air libre, sur Tatooine, et puis un gros tétard qui aurait sans doute développé la capacité de se reproduire.
Et en fait, en biologie, ça existe. C'est ce qu'on appelle des espèces ou des formes néoténiques, c'est-à-dire des formes qui conservent certains caractères larvaires et qui sont capables de se reproduire. Alors ça existe plutôt chez les amphibiens, dans le milieu aquatique, c'est l'inverse. Vous savez que le tétard, classiquement chez les grenouilles, ce sont des individus en fait, qui sont aquatiques, d'eau douce plutôt, et qui sont herbivores ou suspensivores, et qui après la métamorphose va chambouler beaucoup de choses, il y a l'apparition des pattes, et on passe du tétard, donc aquatique suspensivore, à la grenouille adulte carnivore, qui va se nourrir d'insectes, qui va se nourrir de ce qu'elle peut trouver en matière organique mobile. Et donc, en fait, si le tétard, je fais rapidement en termes d'évolution, veut rester dans l'eau parce que les conditions à l'extérieur ne sont pas plaisantes, voire contraignantes, eh bien, on observe en fait une néoténie, c'est-à-dire un arrêt de la croissance somatique de l'animal qui, quand même, à l'intérieur, est capable de se reproduire. Alors, peut-être que j'avais finalement un tétard géant de l'espace néoténique. À voir. Donc avant de revenir un petit peu sur les questions plus liées à l'espace, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. C'est un sujet un petit peu en vogue actuellement. L'IA a beaucoup évolué de nos jours. Est-ce qu'on peut voir ça comme un espoir ou une crainte de nous rapprocher un petit peu d'un univers plus proche de Star Wars au final? Alors, en fait, alors pourquoi déjà on parle beaucoup d'IA? Je ne sais pas si dans la salle vous avez vu un petit peu tout ce qui se dit, en tout cas dans la blogosphère, ça s'agite beaucoup autour de l'IA. Il se passe pas une journée sans qu'on invente des trucs nouveaux, donc ça effectivement se fait fantasmer beaucoup de gens. Tout simplement parce que dans les années 2012-2013, on a fait plusieurs découvertes empiriques. La première, c'est qu'il valait mieux plutôt gaver les réseaux de neurones artificiels de données plutôt que leur donner peu de données, et que ça marchait beaucoup mieux. Mais ça, c'est un effet immédiat, c'est que si on met beaucoup de données, déjà que les processus d'apprentissage sont très lents, ils consomment beaucoup de calculs. Si on met encore plus de données, ben, on a un problème. Mais heureusement, quasiment dans le même temps, eh bien, on a compris qu'on pouvait utiliser une manne de puissance de calcul peu coûteuse que sont les cartes graphiques des ordinateurs. Pour quelques centaines d'euros, on a une carte graphique. Donc effectivement, ça a démocratisé d'une certaine manière cette puissance de calcul qui a permis d'accélérer donc les techniques d'apprentissage qu'on connaissait depuis longtemps, hein, depuis le début des années 80 quasiment. Et donc ça a permis de faire beaucoup plus d'expérimentation et du coup à progresser. Et pas mal de publications jusqu'à ces histoires d'AlphaGo, AlphaZero et autres qui défraient la chronique actuellement puisque ça atteint des performances qui sont largement supérieures sur ces jeux aux capacités d'un humain aujourd'hui. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est essentiellement des découvertes empiriques qui ont permis, je dirais, à la recherche de progresser beaucoup plus vite et du coup des applications et des découvertes qui s'accélèrent pendant cette période. Alors, est-ce qu'on se rapproche de l'IA dans Star Wars? Là encore, Star Wars, c'est un cas particulier quand on regarde le phénomène de l'intelligence artificielle, puisqu'on ne voit pas d'intelligence artificielle en dehors de la robotique dans Star Wars. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Hein, on n'a pas un HAL 2000, un espèce de super ordinateur dans un coin à laquelle on s'adresserait, qui répondrait comme un oracle à nos questions. Il n'y a pas de réseau Internet non plus, c'est assez surprenant hein, dans Star Wars, on n'a pas ce type de technologie, mais on a une robotique particulièrement développée, et donc ça veut dire que dans l'univers de Star Wars, l'intelligence artificielle est forcément incarnée, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est forcément dans un corps robotique. Hein, et ça, c'est une des grandes questions d'ailleurs qui défraie les débats philosophiques en IA aujourd'hui, c'est est-ce que pour aboutir à une intelligence, je dirais, intéressante, qui donnerait lieu en particulier, une grande question, c'est l'accès à la conscience, est-ce qu'il faut forcément que l'IA soit incarnée dans un corps? Alors, en gros, je caricature, il y a deux camps, il y a ceux qui pensent que non, et il y a ceux qui pensent que oui, il faut incarner. Donc là, George Lucas et l'équipe ont choisi, oui, l'IA, il faut qu'elle soit incarnée.
hein. Il faut qu'elle soit dans un corps robotique pour que se développe l'intelligence. Alors les droïdes dans Star Wars sont-ils intelligents? Oui, à l'évidence, hein, ils sont intelligents. Est-ce qu'ils sont doués de conscience? Oui. Hein, quand on voit ces 3 PO qui s'étonnent ou qui dialoguent avec R2D2, donc il a bien conscience des êtres autour de lui, il a une propre conscience de lui-même, donc on peut dire, même si ce n'est pas une conscience extrêmement évoluée, on a une forme de conscience, donc on est déjà en IA dans ce qu'on appelle de l'IA forte, hein, on est déjà dans une machine d'ordre général, avec une intelligence générale, avec et douée de conscience. Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire, et il y a des gens qui sont assez optimistes, qui pensent que d'ici une dizaine d'années, on sera capable de le faire. Puis il y a des gens moins pessimistes, un petit peu plus pessimistes, dont je fais partie, qui disent pas c'est impossible, mais qui relèguent ça à, moi je relègue ça à au moins une centaine, 200 ans. Enfin, on a encore énormément de progrès à faire pour atteindre ce niveau-là. Alors, là, une vraie différence, c'est quand on aborde le concept d'âme, et c'est là où Lucas fait la différence. Les droïdes, ils sont capables d'intelligence, ils sont capables de conscience dans Star Wars, mais ils n'ont pas d'âme. Il l'a dit dans un interview, hein, pour être relativement clair sur le sujet, pour bien différencier les machines dociles, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quasi des esclaves, des humains, et puis les humains, avec ces fameux midi-chloriens qui seraient à l'origine de la vie, et donc voilà. Et ce que n'ont pas les droïdes, c'est justement l'accès à ce champ d'énergie, on en parlait tout à l'heure. Eux, ils ont été élaborés par l'homme, alors que les humains ont été élaborés par la force, d'une certaine manière. Donc on retrouve finalement un petit peu, sous forme d'une métaphore, ce qu'on a aujourd'hui dans notre monde réel. Hein. On crée des robots, mais ils ne sont pas vivants. On peut projeter sur eux un certain nombre de capacités, en particulier de l'intelligence. Dans certains cas, pour les robots les plus évolués, une forme de conscience qu'on peut rappeler primaire, et qui est capable de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe de l'environnement et commencer à avoir une certaine appréhension de son corps et la différence entre l'environnement extérieur et son corps. Mais voilà, on s'arrête à peu près là. Alors on passe directement en vitesse lumière pour parler de l'hyperespace. Alors l'hyperespace sera-t-il un jour à notre portée? Déjà, peut-être ça existe, c'est pas clair. En fait, dans cette image qui est ici, celle-ci est intéressante. Ils sont en train de rentrer, Solo et Chewbacca sont en train de rentrer dans l'hyperespace, et on a l'impression que le fond d'étoile, qui est très lumineux, c'est le fond d'étoile que l'on voyait, puis d'un coup, elle se met à passer sur le côté. En fait, ça, avant de parler même d'hyperespace, ça évoque quelque chose pour un physicien. C'est l'idée que la direction de la source de lumière, d'une source de lumière, va dépendre de votre vitesse relative, de la façon dont vous vous déplacez. C'est-à-dire que là, dans cette salle, je vois des sources de lumière sur des endroits précis. Si maintenant je me déplace dans la même salle, par rapport à ces sources, et évidemment à des vitesses importantes pour que ce soit manifeste, et là, je ne les verrai pas dans la même direction. C'est ce qu'on appelle l'aberration des étoiles. C'est un phénomène qui est manifeste parce que la Terre se déplace autour du Soleil. Ça a été découvert en 1727 par James Bradley, un astronome anglais, et qui a vu là, l'avait compris dans une vision classique, hein, pendant la vision relativiste d'Einstein, évidemment, pendant 1727, mais en constatant ça, il en a déduit que la Terre tournait autour du Soleil. Donc cette aberration des étoiles, c'est la preuve de la rotation de la Terre autour de la révolution de la Terre autour du Soleil d'une part. D'autre part, ça a des conséquences, c'est qu'effectivement, si on se déplace à très grande vitesse dans un vaisseau par rapport au fond d'étoiles lointaines, alors on ne doit pas les voir dans les positions où elles sont, disons, habituellement, quand on est sur Terre ou sur la planète de départ, au repos. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit quelque chose de tout à fait différent. Les images, on peut simuler les images de ça, et on a l'impression, curieusement, quand on se dirige plein pot vers les étoiles, plein pot, ça veut dire moins que la vitesse de la lumière, alors là, on va en discuter, moins que la vitesse de la lumière, et plein pot dans une direction, eh bien, les objets que l'on voit devant nous, ils semblent se rapprocher, se resserrer devant nous. En fait, visuellement, c'est comme si on avait l'impression de reculer par rapport à la scène. Quand on recule par rapport à une scène, il y a des choses qui rentrent dans votre champ de vision qui n'y étaient pas. Parce que vous avez vous reculez parce que je vois, sur le côté, je ne le vois pas très bien. Si je me recule de quelques mètres, je vais très bien voir les murs là, qui sont juste ici, je ne vois pas Jean-Claude Dedin. Je me recule un peu, il va apparaître dans mon champ de vision. Et bien,
cet effet d'aberration. Quand vous dirigez vers ces étoiles très lointaines, il y a des étoiles dont la direction apparente change et qui étaient en dehors de votre champ de vision et qui rentrent dans votre champ de vision. Vous voyez plus d'étoiles, de plus en plus d'étoiles dans le même champ de vision. Et donc on a l'impression très contre-intuitive de reculer par rapport aux étoiles alors qu'on avance plein pot vers elles. Alors, dans l'hyperespace, c'est l'idée que tout ça c'est bien gentil, mais la vitesse de la lumière c'est quand même un problème, vu que pour aller d'une étoile à une autre, les durées de voyage se chiffrent en années. En tout cas pour ceux qui vous voient voyager. Pour vous, ça pourrait être différent, parce que les durées mesurées par les voyageurs et les durées mesurées par ceux qui sont restés sur la planète d'origine ne seront pas les mêmes. On peut, si on imagine un voyage par exemple de la Terre à Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche, 4 années-lumière, un peu plus, mais pour 4 années-lumière pour faire rond, si vous y allez à un dixième de la vitesse de la lumière en moyenne, vous allez mettre 40 ans pour la Terre, vous mettrez un petit peu moins, pas beaucoup moins que 40 ans en durée mesurée dans le vaisseau. Si maintenant vous voyagez à 99% de la vitesse de la lumière, là vous mettrez 4 ans, à peu près, un petit peu plus, un tout petit peu plus que 4 ans pour un observateur terrestre, et pour un observateur, pour celui qui est dans le vaisseau, pour les voyageurs, alors là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça va être un écart qui va être absolument considérable. Vous allez mettre beaucoup moins longtemps que les 4 ans en question. Donc cet écart de durée permettrait éventuellement que Skywalker monte sur Dagobah, il y a un problème dans la force, il monte dans son vaisseau, il part très vite. Lui, en temps de vaisseau, s'il voyage à une vitesse très proche de celle de la lumière, il va avoir une durée de voyage qui va être pratiquement aussi courte qu'il veut, pourvu qu'il s'approche très très près de la vitesse de la lumière. Mais la durée, pour les camarades qui doivent les aider sur la cité des nuages, si elle est à 5 années-lumière, il mettra, même s'il va à la vitesse de la lumière quasiment pendant son voyage, il mettra à peu près 5 ans pour arriver. Donc lui, il peut avoir un voyage qui va durer assez peu, et pour ses camarades qui ne bougent pas par rapport à lui, ou lui qui bouge par rapport à eux, il va mettre une durée qui peut être très grande parce que les étoiles sont très distantes les unes des autres. Et donc dans les films de science-fiction, dès qu'il y a un empire galactique, à de rares exceptions près, dans les œuvres de science-fiction, il y a quelques-uns qui ne font pas ça, on fait justement, allez, on prend l'hyperespace, on va appliquer la lumière, on se démerde parce que sinon c'est pas possible, ça va être compliqué. Mais on pensait même à la gestion de l'empire galactique. Si chaque planète, pour envoyer des messages, ça se fait au mieux avec la lumière, il faut des années et des années pour dire bon, maintenant vous arrêtez de déconner, arrêtez la sédition, sinon ça va chauffer. Le voyage met 5 ans pour arriver. Les gars répondent fuck off, ça remet 5 ans, mais ouais, ils sont énervants, ils prennent leur flotte, ils reviennent, c'est déjà passé 15 ans. Donc d'ici là, les gars sur place ont le temps de faire des choses. Donc ça montre, ça on peut faire l'analogie même avec les preuves historiques. Par exemple, on peut se demander quelles sont les raisons qui ont fait que l'Empire romain a pu durer aussi longtemps, en gros de 750 avant notre ère jusqu'à 450, c'est-à-dire quasiment 10 siècles d'emprise sur une large partie du monde européen et même au-delà. Et une des raisons, il y en aurait de multiples évidemment, mais une des raisons, c'est la capacité à projeter leurs forces rapidement d'un point à l'autre de l'Empire. C'est-à-dire si quelqu'un fait chier du côté de la Galilée, les troupes de l'Espagne arrivent et matraquent tout ce beau monde en moins d'un mois, puisque c'est à peu près la durée qu'on estime, transport entre à pied, marche forcée, bateau, dans Mare Nostrum, c'est bien la durée qu'on pense pour des troupes romaines de se déplacer d'un point à l'autre de l'Empire. Donc l'idée de se déplacer vite, on la voit, cette capacité à aller vite d'un point à l'autre, mais vite, vous allez voir, on va préciser ça, c'est important si on veut gérer un empire. Sinon, c'est des objets qui sont des sites, des planètes qui sont complètement déconnectés les unes des autres. Alors le vite, quand on dit qu'on veut aller vite d'un endroit à un autre, ça veut dire qu'on veut y aller à grande vitesse, et donc souvent on va dépasser les vitesses de la lumière. Dans Star Trek, ils seront à warp, je ne sais pas combien, 10. Dans Star Wars, ils sont à pas, on passe dans l'hyperespace. Et donc on a une manière de raccourci spatio-temporel qui permet d'aller vite, c'est-à-dire à une grande vitesse d'un point à un autre. Et quand on réfléchit un instant, quand vous vous dites que vous voulez aller vite à Marseille, par exemple, c'est pas vite qui vous intéresse. Vous en foutez d'y aller à 3000 km/h. La réalité, c'est que vous voulez y aller en un temps qui est assez court. Donc, un temps qui est assez court, pour vous, idéalement, donc ça pourrait dire, si vous allez à des vitesses relativistes très très proches de celles de la lumière, évidemment, les durées peuvent être très brèves, mesurées en temps du vaisseau, mais vous voulez que ce soit aussi assez court pour les gens qui vous attendent. Donc ça veut dire que c'est pas si simple, c'est pas juste à la vitesse relativiste. Et relatif à la lumière, évidemment, pour la physique, non. Ce que vous voulez faire, c'est y aller en un temps court, et y aller en un temps court, comme la durée du voyage, c'est la distance divisée par la vitesse. D'accord ? Une distance divisée par la vitesse, ça donne une durée de voyage. Vous voulez que cette durée soit courte. Et vous vous dites, comme une distance divisée par la vitesse doit être courte, il faut que la vitesse soit grande. Et donc, au lieu de dire, je veux aller à Marseille en un temps court, vous dites, je vais aller à Marseille vite. Et si c'est en un temps court, ça vous satisferait aussi. Une solution, c'est de rapprocher Marseille.
Je voulais dire, dans bidon, imaginons que la Terre soit un tissu élastique, vous prenez Marseille, vous tirez Marseille à vous faites un pas, vous lâchez Marseille, vous êtes arrivé. Et vous avez visé, vous avez marché, vous avez été à des vitesses tout à fait raisonnables. Encore cette caricature que je donne là, dans le cas de la Terre, qui est un objet solide et pas facile à mettre en place, évidemment, mais dans le cas d'espace-temps, c'est tout à fait possible, puisque dans la théorie d'Einstein de la relativité, l'espace-temps, plutôt la gravité, dans le même cas de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation n'est pas une force qui s'exerce entre deux objets massifs. La gravitation est une manifestation de la déformation de l'espace-temps. L'espace-temps, c'est quelque chose qui n'est pas une sorte de scène rigide, et qui est une scène qui est déformée par son contenu matériel, le mouvement de ce contenu matériel, éventuellement énergétique, c'est-à-dire pas que la matière, mais aussi la lumière, le champ électromagnétique, la lumière, tout ce qu'on dit. Et donc, si vous pouvez déformer l'espace-temps, alors vous pouvez imaginer voyager non pas en vous déplaçant dans un cadre rigide qui est l'espace-temps de Newton, l'espace-temps classique, celui auquel nous sommes habitués, mais vous déformez l'espace-temps et vous déplacez à vitesse habituelle dans un espace-temps déformé. Donc vous contractez l'espace devant vous, pour que les distances diminuent devant vous. La solution des équations sur Z montre qu'il faut aussi le dilater derrière vous. Vous contractez l'espace devant vous, vous le dilatez derrière vous, et vous vous déplacez spontanément dans la direction que vous avez, dans laquelle vous avez créé cette asymétrie dans l'espace autour de vous, l'espace-temps autour de vous. Ça s'appelle, ce moyen de déplacement a été imaginé par un Mexicain qui s'appelle Miguel Alcubierre, un physicien mexicain qui travaille aux États-Unis. Après, ça a été modifié. Ça s'appelle le warp drive, la déformation, le voyage, le déplacement par déformation. Ils ont appelé warp drive venant évidemment de la science-fiction et singulièrement de Star Trek. Et donc, on peut imaginer se déplacer en déformant l'espace-temps. Ça, c'est pensable. Ça ne fera pas quelque chose comme ça. Si ce qu'ils disent dans le film Hyperespace, c'est « je mets en marche le système qui me permet de me déplacer par déformation d'espace-temps », alors on peut dire que c'est correct, ça roule. La difficulté, c'est que pour faire ça, il faut être capable de contracter l'espace devant vous suffisamment, intensément pour que ce soit efficace, et dilater derrière vous suffisamment efficacement. Et ça nécessite de maîtriser, pour la partie avant, des matières qui sont des densités équivalentes, c'est d'un trou noir, donc c'est des choses où il faut commencer à faire des efforts de techno. Et derrière, la même chose avec une masse négative, parce qu'au lieu de contracter l'espace avec de la matière, il faut le dilater cette fois-ci. Et on ne connaît pas pour l'instant de particules ou d'objets pour une masse négative. Donc on est un peu dans une situation où on sait le calculer, où c'est compatible avec la relativité générale d'Einstein, qui est cette théorie de la gravitation, mais on ne sait pas le faire en pratique. Donc l'hyperespace, pas pour demain. Pas pour demain, et c'est pas comme ça qu'on verrait les choses, c'est très certainement pas comme ça qu'on verrait les choses non plus. Mais voilà, l'idée, elle est là, ce qui est marrant, c'est de faire tout ce chemin et de réaliser que finalement c'est pour eux une obligation narrative, c'est pas juste des abrutis qui ne comprennent pas la physique. Si vous êtes dans un empire et les séditieux peuvent faire ce qu'ils veulent pendant 50 ans et vous intervenez, vous ne maîtrisez pas votre empire, c'est plus un empire. Donc si vous voulez avoir une structure d'un empire ou de république, c'est pareil. Si vous faites du point de vue de la gestion politique, il faut pouvoir mettre des coups terribles là ou interagir entre planètes à des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que la durée des êtres qui vivent sur cette planète. Et donc ça oblige cette chose, ça oblige ça. C'est comme quand Jean-Sébastien soulignait l'anthropomorphisme manifeste des extraterrestres, dès qu'ils sont intelligents, c'est pour que le spectateur puisse comprendre ce qui se passe. Hein, parce que R2D2, BB8, par exemple, c'est pas un humain, c'est pas un vivant. Mais BB8, il roule par terre, comment savoir s'il est content ou pas content? Imaginez un extraterrestre qui est une sphère qui se déplace en roulant avec des petits poils. Comment savoir si c'est content ou pas content ce truc-là? Donc il faut déjà passer 1 heure de film à comprendre le personnage et après le voir évoluer. BB8, il a des petits bruits et par les petits bruits, on comprend s'il est content ou pas content. Comme R2D2. Alors que l'autre, C3PO, il est content ou pas content, ça se voit sur sa gueule, pas d'une certaine façon. Il a un visage relativement inexpressif, mais il a à la fois la parole et il a des actions, des mouvements de tête, des attitudes corporelles qui permettent de lire le personnage. Donc il y a beaucoup de contraintes de la science réelle, du monde réel, qui sautent pour des contraintes narratives essentiellement. On veut comprendre ce qui se passe, et on veut un empire qui tient, et on veut faire des effets spectaculaires. Il n'y a nul doute que le Starkiller qui bouffe l'étoile, c'est très spectaculaire. Donc ça ne marcherait pas, ça serait compliqué pour une planète de manger une étoile qui pèse à peu près le rapport de la masse entre le Soleil et la Terre, c'est 330 000. D'accord, c'est-à-dire c'est pas la planète qui va manger l'étoile, plutôt l'inverse. Donc voilà, il y a toutes ces contraintes-là, elles sont là pour des raisons narratives. Alors, une dernière question pour finir. Est-ce que selon vous,
On parle beaucoup d'espace dans Star Wars. Est-ce que selon vous, l'avenir de l'humanité réside dans l'espace? Ah, très bonne question. Je commence ou... Global. Je ne sais plus quel scientifique russe, je crois, pendant l'événement, disait l'humanité est née sur Terre, mais on passe pas sa vie dans son berceau. Tchaikovsky, c'est un des pères de l'astronautique moderne. Alors effectivement, 90, c'est l'astronautique moderne est moderne depuis 1890. On sait le faire depuis disons, du milieu du XXe siècle. 1890. donc effectivement, la question se pose, et je la poserai presque en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire, je vais faire le pessimiste en fait du dimanche, l'homme a-t-il un avenir tout court? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une espèce comme une autre, et quand on compte la durée de vie d'une espèce statistiquement dans les couches géologiques, alors c'est variable. C'est variable. Si vous êtes une espèce d'invertébré, vous avez plutôt une espérance de vie de l'ordre de 10 millions d'années. Si vous êtes une espèce de vertébré, c'est plutôt de l'ordre du million d'années. Bon, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. J'observe que, en fait, l'homme du futur dans la science-fiction, quand on se projette, nous, dans un cadre spéculatif, sociétal ou technologique ou même biologique, on observe souvent qu'il y a 3-4 formes ou morphotypes, si je puis dire, d'humains du futur qui ressortent en fait d'une petite analyse rapide ou bibliographique, si vous voulez, des œuvres de science-fiction, que ce soit des bouquins, de la télé, du cinéma. Vous avez effectivement l'homme dans l'espace, alors plus ou moins dématérialisé, plus ou moins grand, filiforme, avec un crâne volumineux, un petit peu comme les aliens dans certaines œuvres de science-fiction, où on a une sorte de fantasme en fait d'un super-homme super intelligent, avec des doigts très tracifs, peut-être même plus de 5 doigts, des grands yeux, une réduction de la mâchoire inférieure parce qu'on bouffe de plus en plus mal. Et voilà, il y a un petit peu ce morphotype de l'homme dans l'espace qui ressort, mais il n'y a pas que l'homme dans l'espace. Quand on pense à l'homme du futur, il y a aussi l'homme aquatique. Il y a plein d'œuvres qui mettent en scène en fait les hommes du futur, qui retournent en fait au milieu aquatique, alors qui construisent ou pas des cités, qui ont ou pas une technologie dédiée en fait à vivre sous les océans ou dans les mers. Il y a aussi l'homme troglodyte, c'est-à-dire l'homme du futur qui retourne à l'état bestial. On pense tous à H.G. Wells par exemple, au Morlock, où on a une sorte de caste, de sous-espèce, si vous voulez, c'est pas péjoratif, hein, c'est sous la notion d'espèce, c'est un embranchement d'une espèce qui est méchante, qui est cavernicole, qui a les yeux rouges, enfin on retourne un petit peu à l'état bestial. Donc finalement, si l'homme a un avenir, peut-être qu'une partie de son avenir serait effectivement dans l'espace. Oui, c'est une question difficile parce que du coup on est obligé de faire de la science-fiction. On n'est plus complètement dans le domaine de la science, même si on essaye de rester à peu près les pieds dans des choses plausibles. Toutes les espèces ont une durée de vie. La planète elle-même, on sait qu'elle n'est pas éternelle. Donc si on imagine une humanité dans des siècles et des siècles, hein, dans une galaxie très lointaine, ça veut dire que forcément, il va falloir aller ailleurs, parce que les choses, alors c'est bon, Roland pourrait le préciser, je ne sais pas qu'on est en combien de milliards d'années, mais les choses vont se gâter pour la planète Terre. Hein, oui, on a du temps, c'est vrai. On a un peu de temps, mais bon, les choses vont se gâter. Ceci dit, on a déjà beaucoup de problèmes à résoudre là, maintenant, aujourd'hui, et donc c'est assez lointain. Donc toujours est-il que beaucoup pensent qu'effectivement le salut de l'humanité c'est à un moment donné quitter le berceau pour aller plus loin et coloniser des planètes dans le système solaire, puis ensuite au-delà du système solaire avec toutes les problématiques qui ont été évidemment annoncées. Donc avec ces limites, et là, on rejoint un petit peu l'idée du transhumanisme, qui sont des théories un petit peu sulfureuses aujourd'hui. Hein. C'est que l'avenir de l'humain est forcément l'intelligence artificielle, puisque de toute façon,
pour survivre à tout ça, il y a guère que les IA qui pourraient y arriver, donc il faut arriver à nous transformer à un moment ou à un autre en programme d'ordinateur, si je le fais court, pour arriver à survivre au-delà de ça. Et certains pensent même que si on rencontrait des extraterrestres aujourd'hui, ça c'est certainement des IA, et probablement pas des êtres provenant de notre planète pour les raisons physiques qui ont été évoquées depuis le début. Alors ça c'est une vision des choses. Il y a une autre vision, là je fais référence à un ouvrage de Kim Stanley Robinson, qui on est intimement lié à notre planète et qu'essayer de s'en sortir est voué à l'échec. Et qu'on est de toute façon lié on est des êtres organiques qui ont évolué dans un écosystème, et notre écosystème de base c'est notre planète, et essayer d'aller ailleurs est voué à très grande probabilité à un échec. Alors je ne dévoilerai pas le roman, je ne passe pas les roman, mais lisez-le si vous pouvez, vous verrez que c'est une autre vision aussi de la colonisation qui est assez pessimiste de ce point de vue-là. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'espace, ça peut être un échappatoire pour l'humanité. On voit déjà les difficultés qu'on a d'y aller, d'y rester durablement. Il y a à peu près entre 3 et 6 humains en permanence en orbite dans la Station spatiale internationale depuis déjà beaucoup d'années, mais ça n'a jamais dépassé les 6 en gros. Donc je rappelle qu'on est plutôt 6 milliards, plutôt franchement 7 milliards que 6. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit effort à fournir si on veut faire monter du monde là-haut. Et donc l'idée que l'humanité pourrait essaimer dans le système solaire, puis dans la galaxie, même si c'est une très belle idée, il y a des films magnifiques autour de ça, ou des images magnifiques autour de ça, ça va pas être facile à mettre en place en pratique. Par contre, que l'humanité ait besoin d'avoir un accès à l'espace, ça c'est tout à fait certain, c'est déjà le cas. Si tous les satellites en orbite actuellement tombent en panne instantanément, ça fout en l'air l'humanité au moins occidental directement. Tous les flux de données qui passent par satellite, les systèmes de positionnement par satellite, les systèmes d'observation par satellite qui sont développés actuellement sont devenus tellement indispensables simplement au simple fonctionnement. C'est pas un élément en plus, et puis si c'est pas là, c'est pas grave, on s'arrange. Ils sont devenus tellement indispensables au fonctionnement de la société occidentale qu'on a besoin d'espace. On a besoin d'espace pour communiquer, pour échanger, pour avoir d'informations, pour observer le monde à la fois la Terre, mais aussi l'espace, les astrophysiciens bien sûr, mais c'est pas l'essentiel utilisateur, et observer le monde pour plein de raisons politiques, mais aussi de gestion de la planète. Pour l'humanité qui remplit, qui touche les bords du volume dans lequel, de la surface sur laquelle elle vit, qui touche les bords de la planète, il devient indispensable d'avoir une vision globale, régulière et éduquée, proprement mesurée, pour essayer de gérer ça au moins mal. Par exemple, on comprend avec une bien meilleure capacité ces effets de réchauffement climatique et tous les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le climat planétaire, on les comprend d'autant mieux qu'on a été capable de mettre des satellites en orbite, en plus des stations météo qui disent des choses, mais c'est pas la même information, c'est pas vu de la même façon. Donc, pour la gestion globale de la planète, l'humanité a besoin déjà, et de plus en plus besoin probablement de l'espace. Essaimer dans l'espace, c'est un rêve, on a un rêve très lointain. Et après, il y a la possibilité intermédiaire d'utiliser, de se dire, ah oui, mais les ressources manquent sur Terre, on va essayer d'utiliser les ressources du système solaire, parce que si on arrivait, par exemple, à dévier un astéroïde, même de modeste, de 300 ou 400 mètres de diamètre, à le mettre en orbite autour de la Terre, on a d'un coup des milliards de tonnes de matériaux bruts en orbite autour de la Terre, sans avoir à payer leur montée. Encore faut-il être capable de les transformer en orbite et de faire des choses, des objets, des fusées, des avions, je ne sais pas quoi, et de les utiliser, ça c'est pas simple. Il y a peut-être cette possibilité intermédiaire, mais qui n'est pas du tout assurée, et qui n'est même pas, quand je dis assurée, techniquement, qui n'est même pas forcément pratique, parce que la matière qu'on aura récupérée éventuellement sera pour l'utiliser in situ, en orbite, disons, plutôt que de la descendre sur Terre. Si on fait descendre un astéroïde de 300 mètres de diamètre, ça va énerver, ça pourrait énerver les gens. On fera descendre par petits bouts. Enfin, voilà, c'est non trivial de faire ça aussi. Donc voilà, c'est pas évident que l'espace, un accès à l'espace proche, l'orbite proche, c'est déjà indispensable, ça le sera dans les années qui viennent, ça se calme. Pour les étapes suivantes, c'est plus compliqué, plus discutable, et ça dépend encore une fois de notre capacité à maîtriser une grande quantité d'énergie, parce que dévier un astéroïde, mettre en orbite, l'exploiter, c'est d'abord une question d'énergie et aussi une question technique. Ensuite, c'est quoi les instruments que vous mettez, les robots,
etc., si on n'est pas d'humain. Donc il y a une vraie question technique là, mais le problème fondamental, c'est as-tu l'énergie? Si vous voulez acheter le château de Chambord, avant même de savoir ce que vous allez en faire, il faut savoir est-ce que vous avez le fric. Vous n'avez pas le fric, vous n'achetez pas le château de Chambord. Après, il faut quelqu'un vous le vende, mais ça, c'est un autre problème. Mais donc il y a vraiment un problème fondamental, c'est si tu n'as pas les bonnes ta politique, tu n'auras pas de politique. Et donc, pour les humains, ça sera cet accès à l'énergie qui pour l'instant est pléthorique et gratuit, quasi gratuit, essentiellement parce qu'on pioche dans des trucs faciles, le gaz, le charbon, le pétrole pour l'essentiel. 80% d'énergie dont dispose l'humanité viennent des énergies fossiles. Et dans une perspective où ces choses-là, mettons un siècle, pour faire simple, et pour pas, ça pourrait être plutôt 50 ans, mais enfin, mettons un siècle, comme ça on est un peu large, dans une perspective d'un siècle, ces trois sources-là vont s'épuiser, et c'est précisément l'accès gratuit ou quasi et facile à ces sources-là qui a fait l'ambiance générale, des peuples rouges, des jolis tissus rouges, des écrans, des gens qui sont dans une pièce chauffée où on vit à peu près bien. Ça vient essentiellement de notre capacité à avoir pioché dans ce grand réservoir d'énergie, qui pour nous est l'équivalent de la force des Jedi, de la même façon. Le jour où ça s'épuise, ça va beaucoup changer de choses, en particulier beaucoup de choses au niveau de la surface, mais ça demande aussi beaucoup de choses au niveau de notre capacité à aller dans l'espace et à gérer des choses dans l'espace, sachant qu'en surface, il y aura peut-être des problèmes. Donc c'est une vraie question qui n'est pas que technique, qui est même essentiellement humaine, en fait politique. Est-ce que l'humanité, si l'humanité a envie d'aller durablement dans l'espace, alors il faut se donner les moyens, et pour ça il y a un prérequis qui est as-tu l'énergie, et de quelle énergie disposes-tu maintenant et pourquoi? Et donc c'est des questions très fondamentales d'usage de l'énergie dont l'humanité dispose, qui sont posées dans cette volonté, dans cette éventuelle volonté dans l'espace. Sinon, ça sera 3-4 personnes qui ont moyen de faire ça, comme maintenant. Maintenant, c'est 6 types dans l'espace, quelques nanas aussi, les astronautes évidemment, payés par les États. Il y a quelques richemans qui ont des envies, c'est très bien, j'en suis ravi pour eux, ils risquent de faire profiter quelques-uns de leurs potes avec des tarifs entre 100 000 $ et 1 million de dollars de billets. Ça sera eux et leurs potes, quoi. C'est assez loin de l'humanité quand même. Donc est-ce que l'humanité arrivera dans l'espace? La réponse brutale c'est non. Est-ce que quelques richemans vont nous faire jouer dans l'espace? Probablement. Eh bien, merci à tous les trois.